Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. La Joconde a disparu. On a volé la Joconde. Tels furent les mots du conservateur du Louvre, Georges Bénédite, quand il entra en trombe dans le bureau du préfet de police, Louis Lépine, ce 22 août 1911. Branle-bas de combat. L'affaire est suffisamment grave pour que le préfet se déplace en personne, accompagné d'une myriade d'inspecteurs dans le musée le plus visité du monde. Personne ne sait où se trouve le célèbre tableau de Léonard de Vinci. L'enquête commence, elle durera plus de 2 ans. L'affaire débute avec le peintre Louis Béraud. Grand habitué des lieux, il se rend en ce petit matin du 22 août dans le salon carré où est exposée Mona Lisa, afin de réaliser quelques croquis en vue d'un futur projet pictural. Béraud découvre alors un espace vide en lieu et place de la célèbre italienne. L'artiste s'inquiète et sollicite immédiatement un gardien sur le sort du tableau. Ce dernier pense d'abord que la toile a été emmenée au service photographique, comme ça arrive fréquemment. Niet, les photographes ne l'ont pas vue. Personne ne sait où se trouve la Joconde. La rumeur se répand dans les allées du musée. Les gardiens courent dans tous les sens pour tenter de retrouver l'œuvre. En vain. Au cours de leur investigation, ils retrouvent tout de même le cadre et la boîte vitrée du tableau. Sur l'un des coins, une empreinte digitale partielle trahit l'auteur de cet odieux larcin. Le doute n'est plus permis. On a volé la Joconde. Cet événement n'est malheureusement pas une première dans l'enceinte du Louvre. La surveillance étant beaucoup moins assidue qu'aujourd'hui, les vols étaient monnaie courante à l'époque. En 1911, le musée le plus célèbre de la planète ne comptait que 120 gardiens. À titre de comparaison, aujourd'hui ils sont 1000 à se relayer jour et nuit pour surveiller les collections. En 1906, c'est une statuette égyptienne qui se volatilise, et l'année suivante, une figurine phénicienne. Il existe même au sein des archives de la préfecture de police des notes qui évoquent ces pertes, accompagnées de quelques consignes pour ne pas les ébruiter dans la presse. Cette fois-ci, l'affaire ne peut être passée sous silence. Elle fait les gros titres. Face au scandale, le directeur du Louvre et le gardien-chef sont immédiatement révoqués. On cherche des coupables. Revenons à notre vol. La préfecture de police débute son enquête avec le seul élément dont elle dispose, l'empreinte partielle laissée sur la vitre. L'identité judiciaire et son créateur, Louis Bertillon, sont immédiatement sollicités par le procureur général Joseph Driou. Il transmet une liste de près de 275 personnes à examiner. Les sélectionnés, essentiellement le personnel amené à fréquenter le musée, se succèdent donc dans l'atelier de mesure anthropométrique et la moindre empreinte est relevée puis consignée. En parallèle, le préfet Lépine charge le commissaire divisionnaire Octave Amar de mener l'enquête. En recoupant plusieurs témoignages, les enquêteurs sont en mesure de déterminer l'heure du larcin. Le vol de la Joconde a eu lieu entre 7h et 7h30 le 22 août 1911. À cette heure-là, près de 300 personnes circulent déjà dans les allées du musée. Le coupable se trouve parmi eux. Pour Lépine, il ne peut s'agir que d'un familier qui connaît le Louvre comme sa poche. Serait-ce l'un des ouvriers ? Peu probable. Que ferait-il d'un joyau pareil ? Un fou ? Le modus operandi est trop minutieux pour un déséquilibré. Les inspecteurs s'égarent. Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso sont même interrogés. Les 2 artistes sont suspectés d'appartenir à un réseau international de trafic d'œuvres d'art. L'enquête piétine, la presse fantasme, le tableau reste introuvable. L'espoir de mettre à nouveau la main sur la toile s'estompe peu à peu. Face à l'absence d'avancée dans l'enquête, les médias se détournent du vol, préférant se consacrer à des sujets plus brûlants, comme le naufrage du Titanic en avril 1912.
Le tableau refait finalement surface 2 ans plus tard, à Florence, en Italie. Un marchand d'art italien est approché par un certain Leonardi, qui prétend pouvoir lui vendre la Joconde. Intrigué, le négociant demande au directeur du musée des Offices de Florence de l'accompagner au rendez-vous fixé avec le mystérieux vendeur. L'entrevue a lieu dans un hôtel florentin. Les 2 hommes n'en reviennent pas. Ils sont bien face au chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. En sortant de l'hôtel, ils s'empressent d'avertir la police, qui vient aussitôt arrêter le mystérieux personnage. Rapidement, l'affaire s'éclaircit. Le mystérieux vendeur, qui se nomme en réalité Vincenzo Perugia, a travaillé au musée parisien en tant qu'artisan en août 1911. Lépine avait donc vu juste. C'est lui-même qui a installé les vitres de protection sur les tableaux les plus précieux. Pendant les 2 ans qui séparent le vol de cette tentative de vente italienne ratée, Léonard cachait la Joconde dans son appartement, à Paris. Elle était donc sous le nez des inspecteurs. Alors pourquoi un tel vol ? Il semble que les motivations de l'homme soient davantage patriotiques que pécuniaires. En dérobant la toile du maître italien, Léonard cherchait à rapatrier cette fierté nationale, qu'il jugeait illégitimement acquise par François Ier. Voyant quotidiennement l'œuvre pendant ses heures de travail au musée, il déclare à la presse avoir ressenti une vive humiliation, si amère qu'il ne peut s'empêcher de la dérober pour la rapporter au pays. Son acte suscite d'ailleurs la sympathie d'une partie des Italiens, qui saluent son geste. Apprenant son arrestation, la police parisienne se rend compte qu'elle connaît déjà Léonard. Une fiche anthropométrique à son nom est datée de 1908. Les policiers de la préfecture de police l'ont déjà interpellé dans des affaires de violence et l'Italien a déjà séjourné en prison. Bertillon lui-même confirme la correspondance entre les empreintes de l'homme et celles retrouvées sur la vitre. Léonard est passé entre les mailles du filet. Jugé en Italie, il écope d'une très légère peine d'1 an de prison. Il sera libéré après 100 jours de détention, son action patriotique semblant avoir également touché le cœur des juges transalpins. La Joconde, quant à elle, retrouve sa place sur les murs du Louvre le 4 janvier 1914, après un retour triomphal. C'est Gaston Doumergue, le président du Conseil, fonction la plus puissante de l'époque, qui la réceptionnera lui-même. Elle restera néanmoins peu de temps sur son crochet. L'orage de la guerre approchant, elle sera mise à l'abri à Bordeaux, puis à Toulouse, jusqu'à la fin des hostilités, en 1918. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.